Bonjour à tous et bienvenue sur ce point marché d'LIFX. Nicolas Lavallée au micro. Écoutez, je suis content de vous retrouver. Alors vous devriez entendre le son. Alors c'est normal, j'avais pas lancé le webinaire, donc là je vous relais vos commentaires, hein. Le son devrait être ok. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Alors, tac tac tac, on va regarder ensemble les indices. Il y a des petites choses à voir. Euh, bon, avant tout, je vais vous faire le petit message d'avertissement de rigueur. Donc, merci pour le son, merci à tous. Bah, vous êtes nombreux, hein, merci, c'est sympa de votre part. Alors, euh, ok, bon, bah voilà, bon, je relais pas tous les commentaires. Donc, petit message d'avertissement. Donc, la négociation sur marge sur le marché des devises via les produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Vous devez être conscient des risques donc, qui pèsent sur ce marché d'échange et consulter un conseiller financier indépendant si vous avez évidemment quelques doutes que ce soit. Toute opinion, information de marché, note de recherche, analyse prix et haute notification ont pour seul et unique but de commenter l'évolution du marché d'échange et ne constituent donc en aucun cas un conseil à investissement, vous le savez. FXM ne pourra en aucun cas être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés, sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà. Alors, on va attaquer. Alors, on va voir plusieurs choses ensemble. Alors, on va aller voir évidemment le Forex, on va regarder l'US dollar, les majeurs du Forex, on va parler des indices, on va parler du SP, on va parler de l'US 30, donc une demande qui m'a été envoyée par mail. On va parler de la position que je vous ai envoyée sur Twitter ce matin, qui est assez intéressante et qui est en train de décoller justement. Alors, on va voir ça justement. Alors l'ESP, je vais juste faire ceci, voilà, je vais vous montrer donc ma configuration. Alors le temps de cacher ça, après on va aller voir ensemble Bunt. Je vais vous parler du SP. Euh, bon, le SP, c'est vrai que moi je m'attendais à une expulsion sur le haut. Alors il faut regarder quel est le problème en fait sur le SP, parce que je vois qu'il y en a qui posent des questions sur ça. Alors, faire du day trading, est-ce que c'est de l'investissement? Je pense que c'est une forme d'investissement à partir du moment où vous avez une expertise et que vous essayez de la valoriser et que vous investissez des fonds pour en récupérer donc un retour, eh bien donc on peut parler d'investissement. Alors, euh, on y va. Je vais vous parler donc du SP500 en horizon donc journalier. Alors, si vous avez suivi mon webinaire de la semaine dernière, de vendredi dernier, vous savez que le SP, il est donc sur un canal haussier de moyen terme. Il a réalisé des plus hauts historiques et il est actuellement embuté en fait sur la ligne médiane de cette fourchette d'Andrews. Donc c'est actuellement ce qui lui pose problème. On va voir en vue journée. Alors moi dans mon décompte, en fait je ne change pas mon décompte parce que je pense vraiment qu'on a fait une vague 1-2, qu'on a fait une vague 3. Cette vague 3 a trouvé donc une butée sur la ligne médiane de cette fourchette d'Andrews, donc c'est assez clair, hein. On voit bien comment dire les points de contact hein, qu'il y a sur cette ligne médiane. Euh, on, a, on a eu ici un vrai travail des cours hein, qui s'est fait sur les 2160-2170. Et franchement, je pensais qu'on avait de l'espace encore pour aller chercher une vague 5 haussière. Donc, bah écoutez, on a une fausse cassure par le haut et extraction donc du range finalement par le bas. Est-ce que ça veut dire qu'on est baissier sur le SP? Bah je crois pas. En fait, je pense pas. Je pense que de toute façon, tant qu'on est d'un point de vue idiotiste, hein, je vous parle, tant que les cours sont au-dessus des 2110, eh bien le décompte n'est pas invalidé. Puisqu'en fait, quand on a fait une vague 1-2, une vague 3, la vague 4 ne peut pas pénétrer le territoire donc, de la vague 1. On est au-dessus de la vague 1. Donc pour l'instant, ce décompte bullish n'est pas invalidé. On est actuellement posé sur une mini MLH qui fait actuellement support. Donc est-ce que c'est là que le marché va repartir pour faire sa vague 5 et aller chercher les 2200? C'est une vraie question.
Donc moi j'ai positionné une vague 4 avec un point d'interrogation, je ne suis pas certain encore. Par contre, une chose est sûre, c'est que le marché finalement reconstitue un range un peu plus vaste. Et c'est pas finalement surprenant dans le sens où on a une vraie contrainte graphique qui pèse sur le marché au-dessus. On a cet oblique qui aujourd'hui bloque les cours. Donc le marché a besoin de latéraliser. Alors est-ce qu'il va trouver appui ici ou est-ce qu'il va aller rechercher finalement un point un peu plus bas pour repartir vers des nouveaux sommets? Ça, je ne sais pas répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, cette mini MLH apporte un niveau de support. C'est pas un support qui est c'est pas un support qui est super rassurant, dans le sens où j'aurais quand même des difficultés à l'acheter sur ce seuil, d'autant plus qu'on a quand même latéralisé un certain nombre de bougies et que ça peut aussi être une prise d'énergie pour aller plus bas. Par contre, si le marché devait revenir sur ce timing, donc rechercher les 2120 en bas de canal Andrews, sur un niveau de support chartiste, bon bah là on aurait quand même un vrai point pour rechercher en fait des positions acheteuses sur l'indice américain. Donc toujours le même décompte. Ce décompte de moyen terme que je vous avais donné déjà depuis mars de cette année, bah, écoutez, a permis de trouver les points bas sur le SP. On a franchi des plus hauts historiques. Maintenant, on est effectivement sur une zone de blocage. Est-ce que le marché va repartir sur ce seuil? Bon, je ne sais pas vous le dire. Voilà. Je préférais vous dire plutôt que si on venait à recasser ce haut, donc le haut des 2180, 2185, bon bah là je pense qu'effectivement une stratégique breakout aurait du sens pour aller rechercher les 2220. On voit que de toute façon on aurait de la latitude pour aller rechercher des plus hauts, mais avec un potentiel quand même limité, parce que je pense qu'on est en train de faire une vague 1, 2, 3, donc une vague 4, donc ce serait pour trader une vague 5. Bon, j'espère que le tout serait pour faire une vague 1 d'ordre supérieur avec un retracement profond, puis ensuite repartir vers la recherche de nouveaux sommets. Mais en attendant, en termes de position, on va dire journalière, donc dans cette unité de temps qui est l'unité journalière, on est donc à la recherche d'une vague 5. D'accord? Alors, bon, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, j'en vois pas tous. Bon, il y a des commentaires qui sont assez amusants. Alors, visiteurs, donc je ne vais relayer que les questions qui évidemment qui sont constructives et intéressantes. Donc, commentaire de la part de visiteurs. Une vague peut-elle latéraliser avant de repartir comme le fait le SP500 en ce moment? Bah oui. Une latéralisation en range, c'est une phase de consolidation. Et donc une phase de consolidation, eh bien, ça peut être une vague 2 ou une vague 4. Donc je pense que c'est ce que le marché est en train de faire. Alors maintenant, on peut avoir une consolidation complexe avec ici cassure du range, report de range et on se retrouve en bas. D'accord? Ça, c'est pas exclu. Voilà. On est sur un support, je ne sais pas ce qu'il vaut. Voilà. Le marché a l'air de trouver effectivement ici un petit support technique. Il est faible, c'est difficile pour moi de vous envoyer à l'achat maintenant sur ce genre de choses. Je serais plutôt dans une stratégie type breakout. Alors, je vais vous montrer, je vais vous parler du DAX. Effectivement, ce matin, je vous ai donné sur Twitter, en intraday, effectivement, je vous ai parlé des 10 124 comme étant potentiellement en fait un support. Alors c'est intéressant parce que ce matin on a eu une machine à laver. Alors ça c'est vraiment les problématiques en fait intraday, pur intraday. Bon bah je vous le donne un peu pour exemple. On avait ici deux fourchettes d'Andrews. Donc une fourchette d'Andrews issue de 3 points pivots que j'ai positionnés sur les bas. Donc elle n'a d'intérêt que si on cherche à vendre. Une fourchette baissière qu'on aligne sur les bas, c'est pour rechercher sur la partie haute une vente. On avait également cette fourchette d'Andrews baissière, donc sur la vague 1-2. On a trouvé un point 3, donc j'ai aligné la fourchette d'Andrews sur le point 3. On a été rechercher, vous voyez, le haut du canal baissier, fin de vague 4. Et on a été chercher une vague 5 qui a tapé la ligne médiane par action-réaction. Et le marché nous a constitué quoi? Il nous a constitué finalement ce qu'on appelle dans le jargon chartiste un diamant.
Et donc, mon plan, qui n'était pas un plan acheteur, attention, hein, c'est pas ce que je disais hein, ce matin sur le DAX. Je disais qu'on avait en fait une idée de trade vendeuse si le marché venait bien à casser cette fourchette baissière et rechercher les 10 290. Alors, si je vous donne cette idée de trading, c'est que je pensais effectivement qu'à un moment donné, le marché allait s'extraire de cette fourchette simplement parce qu'on a un décompte qui nous dit qu'on arrivait sur une vague 5, tout simplement. Alors je pensais même qu'on avait fait la vague 5 ici. Bon, on a fait un plus bas marginal, mais le socle des 10 120 a tenu et on est en train de s'extraire du socle par le haut. Donc là, vous pouvez faire maintenant un report de range classique. Vous avez ici un range qui s'était constitué. Donc un diamant, hein, mais bon, moi j'aime pas trop ces structures en diamant parce que franchement, même si là on voit bien des vagues en 3 temps à l'intérieur du diamant, j'en ai vu une tonne, hein, j'en ai vu beaucoup qui étaient invalidés, donc c'est très difficile à trader en tant que tel. Mais quand on les cadre avec des canaux, on comprend un peu mieux ce qui se passe et on comprend pourquoi en fait ici le marché était en train de latéraliser sous l'oblique. En fait, on avait simplement une résistance technique qui était symbolisée donc par ce canal baissier. Donc là, on a cassé la fourchette baissière, et vous voyez derrière, donc impulsion haussière. Donc moi, je pense que le marché peut aller rechercher les 10 290. Donc là, je vous montre jamais des positions M15, mais c'était simplement pour répondre à des questions qui m'ont été posées sur le webinaire mensuel de vendredi dernier, qui était est-ce que les fourchettes d'Andrews fonctionnent également en intraday? Bon, bah, la réponse est oui. Hein, vous voyez bien que les contraintes sont respectées par le marché, et que donc, quand vous avez un canal d'accélération, voyez bien que la vague 4, quand le marché revient tester le haut du canal baissier, par action-réaction, vient chercher à minima, j'ai envie de dire avec une bonne probabilité, la ligne médiane. D'accord. Après, on peut avoir des TP bas de canal, mais on avait également cette oblique qui passait par là, donc une fourchette d'ordre supérieur qui m'invitait plutôt à vous dire que le marché maintenant pourrait aller rechercher ce haut de ce canal. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant si le marché vient rechercher les 10 290? Bah, je pense qu'on aura plutôt un point de short sur le DAX. Ce sera également, vous voyez, une belle résistance chartiste. On voit ici une vraie polarisation hein, sur ce niveau donc des 10 270, 10 290, et ce serait le haut de ce canal. Donc je pense, donc potentiel, hein, même si je vous avoue que les points pivots sont pas du tout évidents, je pense qu'ici on aurait plus d'intérêt à rechercher un short qu'à acheter le DAX. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai quand même une idée derrière la tête. Si je vous sors pas en fait une analyse M15 comme ça de mon chapeau, c'est simplement parce que quand on regarde le DAX en unité H4, ça me paraîtrait un plan assez logique d'un point de vue idiotiste. Vous voyez, le DAX, c'est un peu comme sur le SP finalement. On a fait une vague 1-2, on a été rechercher une vague 3, donc on est en haut de canal d'accélération. Donc là, c'est clair qu'on peut aligner le canal sur les hauts. Et ce qu'on veut chercher sur le DAX, c'est un achat. Comme sur le SP, ce qu'on cherche, c'est acheter donc le bas de vague 4 pour une vague 5. Mais je pense que cette vague 4 peut aller plus bas. Donc c'est pour ça que je suis un peu prudent encore sur le DAX, simplement parce que je m'attends en fait à un retracement en 3 temps. Vous savez que les retracements, à part les triangles qui montrent finalement une figure convergente hein, avec 5 vagues en 3 temps, on peut avoir donc ce qu'on appelle un zigzag. Et ce zigzag, eh bien, pourrait ici aller rechercher, vous voyez, on avait un vrai support hein, sur la zone que je vous indiquais, hein, la zone des 10 100 à peu près. Bon, on voit bien que c'était une zone technique, hein, c'était un support chartiste. Donc c'est la raison pour laquelle ce matin, j'étais plutôt à indiquer une sortie du canal baissier donc de court terme par le haut pour aller rechercher, vous voyez, les 10 290. Donc si je vous ai donné ces seuils, c'est pas pour rien, c'est parce que ça correspond aussi en fait à des niveaux en fait H4. D'accord. Donc j'ai une parfaite synchronisation entre ma vue donc intraday M15 et cette fameuse vue H4. Donc là, idéalement, il faudrait que le marché aille rechercher donc la ligne médiane de notre fourchette H4, donc nos fameux 10 290, pour faire une vague A et une vague B, et puis après aller rechercher, vous voyez, la vague C baissière, qui, si on a de la chance, nous emmènerait vers les 10 000. Donc si c'est le cas, bah, on a un super point d'achat pour moi. Puisque là, on aura eu un vrai retracement en 3 temps,
avec, si on met une expansion, on aura à peu près une expansion 100%, c'est-à-dire une vague A égale vague C en amplitude, et un bas de canal donc de régression. Donc ici on sera sur une zone de retour sur une zone de support, vous voyez c'est une zone de support, bas de canal haussier. Bon bah là je pense que stratégiquement parlant, en unité H4, on rechercherait plutôt des achats pour se viser en TP1 un retour des prix vers la droite de régression linéaire, la médiane, donc par action-réaction, et puis le haut du canal, vague 5 en TP2. D'accord. Donc moi je suis pas encore bearish sur les indices, même si il faut quand même faire attention parce que on a quand même une des structures ici de retournement. C'est vrai que si on regarde la bougie en journalier, bon bah la bougie en journalier, si c'était quand même pas une jolie bougie, ça je vous l'accorde. C'est ce genre de bougie, vous voyez, un petit peu. Bon, c'était pas une avalante. C'est vrai que si ici on avait eu une vraie avalante baissière, vous voyez, avec derrière ce que Vincent appelait donc une shooting star, ça serait vraiment dangereux parce que ça voudrait dire qu'ici, effectivement, les 10 350. Alors pourquoi les 10 350? Simplement parce que clairement, on est arrivé sur le haut de ce canal baissier. D'accord. Bon, ça vous le connaissez, hein, vous connaissez mes analyses sur le DAX. Vous savez qu'on était acheteur sur les 9380. On s'était donné les 10 500 en objectif. C'était l'objet d'un de mes articles cette semaine. Bon, bah voilà, on a fait notre TP1 ici. Super. Maintenant, c'est pas illogique que les cours retracent. On est sous résistance multiple. On a cet oblique qui passe par là. Bon, bah là, on a des gens qui ont pris des bénéfices et on a certainement d'ailleurs des shorters qui se sont manifestés. Mais moi je pense que le marché n'a pas dit son dernier mot et que bon pour l'instant on est sur une zone de support hein, chartiste évidente. On peut aller chercher un bas marginal, c'est ce que j'aimerais plutôt à cette fois-ci pour aller rechercher des achats avec donc un TP1 ligne médiane. On neutralise notre risque, on prend des bénéfices et on laisse courir un solde vers un TP2. D'accord. Et ça serait bien, c'est-à-dire que le marché aille vraiment rechercher la ligne médiane de notre fourchette d'Andrews, parce que là on aurait un vrai signal du marché qui nous dirait, et ça serait important, qui nous dirait que oui, maintenant, il veut sortir de ce canal baissier. Et ça, c'est vraiment le signal que j'attends pour me dire que sur le DAX, maintenant, on va sortir de cette consolidation donc en ABC et qu'on va pas avoir une consolidation double, hein, c'est possible. Hein. On peut avoir un ABC donc W, X et puis un Y qui part plus bas. Hein. Pour le moment, tant qu'on est sous cette oblique, eh bien ma foi, les deux possibilités sont réelles. D'accord. Mais si le marché vient bien rechercher cette ligne médiane, donc en faisant une extraction donc de ce canal baissier, ça sera un signal. Ça ne veut pas dire qu'on va l'acheter, parce que pour moi, on va arriver sur une vague 5, donc avec un retracement à venir derrière, mais ça veut dire que derrière, sur retracement, on recherchera des achats pour aller rechercher donc des plus hauts sur le DAX. D'accord. Donc voilà ma façon de voir sur le DAX et sur le SP. Je voudrais vous montrer également le dos. Euh, alors, bon, il y a beaucoup de commentaires. Je vais tac tac tac. Je vais vous transférer un petit peu tout ça. Alors n'hésitez pas à me poser vos questions hein, si jamais vous avez oui Totov, c'est l'intraday, on peut dire que c'est de l'investissement plutôt à nature spéculative, c'est clair. Les stratégies d'investissement sont plutôt des stratégies d'investissement moyen terme sur lesquelles on veut viser en fait un rendement à l'année qui soit supérieur effectivement à ce qu'on puisse avoir par des biais un peu plus traditionnels. Alors, bon, je vous pose un petit peu toutes les questions hein, qui sont constructives. Il y a eu beaucoup de commentaires un peu sur d'ordre plutôt de discussion. Rebond achat pour Totof. Ok, bon bah écoutez, je continue. Voilà le décompte que j'ai sur le dos. Donc c'est une question qui m'a été posée par mail. Donc je me permets de vous présenter le dos également, qui est sur une configuration à peu près analogue à celle du SP. C'est-à-dire que pour moi, on a fait une vague, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, donc une vague 1. On a fait une structure en running flat. Et donc on a commencé notre canal d'accélération, donc vague 1, 2, qui a trouvé donc vague 3 sur les 18 280. Vous voyez donc ce canal d'accélération. En reportant donc l'oblique supérieur sur le point bas, on trouve le bas de vague 4. Donc je suis absolument certain que nous sommes en train de développer une vague 5 sur le dos.
comme nous sommes en train de développer une vague 5 sur le SP. Et cette vague 5 est en cours potentiellement sur le DAX. C'est-à-dire que les indices européens sont juste super en retard par rapport aux indices américains. Mais la configuration, si je vais vous montrer le DAX donc en mensuel, s'il veut bien l'afficher. Alors j'ai mon PC qui rame un peu. Le DAX en mensuel, est-ce que j'ai mon PC qui rame? Bon bah écoutez, il ne veut pas l'afficher, il l'affiche, voilà. Nous sommes ici sur le DAX. On a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3 et une vague 4. Et vous voyez, le SP et le DO sont déjà là. Ils sont déjà même plus hauts, ils sont sur des plus hauts historiques. C'est pour ça que je disais, j'interrogeais à un moment donné les lecteurs en me disant, mais est-ce qu'on va pas avoir un indice européen qui va peut-être superformer les indices américains ces prochains mois, simplement parce que ils sont dans la même configuration héliotiste, mais super en retard par rapport aux indices américains. Alors il faut évidemment toujours être un peu prudent, parce qu'on peut avoir des variations d'un point de vue des comptes. Il n'empêche que j'imagine mal le DAX faire une combinaison double, donc en W, X, Y, X et Z, simplement parce que on va vite avoir un problème. On est en bas d'une belle fourchette d'Andrews, et puis on a ici on a des gros niveaux de support. Donc on ne pourra pas vraiment aller en dessous. Donc pour l'instant, je ne dis pas que c'est évident. C'est clair qu'on est sous le canal baissier, donc journalier qu'on a vu tous ensemble. Mais si on vient le franchir, moi je pense qu'on va avoir une accélération. Et c'est en ce sens où je dis qu'on peut avoir un indice qui peut superformer les US, c'est que l'accélération sur le DAX reste à faire, si ce décompte évidemment est le bon. Ok, alors, je vais continuer. Alors, question, tiens, on me demande sur le chat, mais quelles sont les sources de mes revenus? Bah, écoutez, moi j'ai des revenus de la part évidemment d'FXM, puisque je suis en contrat, hein. Donc je suis analyste stratégique pour eux, donc j'ai une rémunération tout à fait correcte pour ce travail. Et puis j'ai des rémunérations par ailleurs, puisque je suis chef d'entreprise par ailleurs. Et donc, bah, écoutez, pour moi ça va plutôt pas mal. Voilà. Alors voilà, donc Alain. C'était donc toi qui m'avais posé la question par mail. J'espère que je t'ai répondu donc sur le dos. Alors, je la raffiche donc en unité hebdo. Bon bah pour moi voilà, le dos est bloqué également comme sur le SP. Actuellement il bloque sur la ligne médiane. C'est une résistance de toute évidence. C'est une résistance normale. Euh, Est-ce que on a fait ici, alors il faudrait que je fasse une analyse un peu plus fine, est-ce qu'on a fait ici une vague 1, 2, 3 et on a fait une vague 4 et on est en train de développer la vague 5? Ou est-ce que ça c'est la vague 1 et ça c'est la vague 2? C'est une interrogation parce que là, euh, cette vague C est censée se faire en 5 temps. Vous voyez, vague A, vague B, vague C. Et je vois bien du 1, 2, 3, 4 avec éventuellement, vous voyez, une vague C, une vague 5 tronquée. Donc peut-être qu'en fait ici c'est bien comme sur le SP, une vague 1 et 2, et donc derrière avec une vague 3 et accélération à venir. D'accord? Alors pour le moment, j'ai un peu de mal à vous valider ce décompte. C'est pas non plus impossible qu'on ait fait 1, 2, 3, 4 et que la vague 5 soit terminée, mais bon, je pense pas. Je pense qu'on est en train de travailler en fait cette résistance des 10 000, des 18 300. Ce que je vous dis par contre, c'est évident, c'est que si vous n'êtes pas positionné à l'achat sur le dos, c'est pas le moment de vous y positionner. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce que vous êtes sous cette résistance d'une part chartiste et sous cette oblique. Donc il faudrait que le marché, pour le coup, voilà, il casse tout simplement et qu'il vienne rechercher l'oblique en pullback. Si c'était le cas, bon bah du coup vous allez pouvoir prendre position à l'achat avec un stop sur le dernier bas qui se serait formé ici, mais c'est surtout que vous auriez cette oblique porteuse cette fois-ci en soutien. Et donc tant que les cours seraient au-dessus de cette oblique, on reste haussier. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord? On a un nœud de résistance au dos de nous montrer ce qu'il a dans le corps et voir s'il est capable donc de faire des plus hauts. Alors vous pouvez éventuellement aussi avoir une stratégie de breakout, d'ailleurs comme sur le SP, et attendre simplement qu'on vienne casser ce haut, parce que si on casse ce haut,
Donc là, ça ne serait pas une stratégie d'attente de pullback qui pourrait ne pas arriver. Mais si on casse le haut, ça veut dire quand même que le marché, cette fois-ci, il a vraiment trouvé finalement son support et qu'il est en train de nous montrer qu'il casse un plus haut et qu'il refranchit, donc il faudra attendre la clôture évidemment, et qu'il refranchit cette oblique. Donc là, je pense qu'on pourrait avoir du breakout là-dessus, avec un stop sur le dernier bas. Évidemment, on n'est plus en hebdo, on est dans des stratégies en fait d'achat swing, certes, mais dans une unité de temps journalière. Ok. Je voudrais continuer sur... bon bah écoutez, je vous ai parlé des indices. Mon article aujourd'hui va être sur le dos, sur le Bund, pardon. Alors sur le Bund, on est là. Bon bah écoutez, sur le Bund, pour moi, on est toujours sous le problème des 168. Vous voyez, ce niveau des 168 que je vous ai annoncé depuis plusieurs semaines, on voit bien qu'il bloque les cours. Donc on est toujours pour moi dans une stratégie, j'ai envie de dire, de recherche contre-tendance. Alors, c'est vrai que ça peut être, c'est vrai que c'est une stratégie risquée, c'est vrai que c'est spéculatif. On est dans une tendance qui est clairement haussière, mais vous voyez, on est sur la partie haute du canal haussier, et quand on arrive sur la partie haute d'un canal haussier, c'est difficile d'acheter. Voilà. Donc là, je pense pas qu'objectivement on puisse dire le contraire. Quand on arrive en haut de canal haussier, il est temps de prendre des bénéfices pour ceux qui étaient à l'achat sur les plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut rechercher des ventes. Mais évidemment, c'est une stratégie contrarienne et qu'elle est donc, elle n'est pas sans dose spéculatrice, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas sans spéculation. On est bien d'accord. On est arrivé sur les 168. C'est une résistance 1,9 Fibonacci. Je vous l'avais annoncé. Vous voyez comment les cours bloquent. Donc, je reste sur ma stratégie qui est de dire il vaut mieux rechercher des ventes actuellement sur le Bund que rechercher des achats, simplement parce que stratégiquement on est arrivé sur un haut de canal haussier et qu'un retournement est possible maintenant sur le Bund. Il est possible et confirmé par les divergences baissières qui sont apparues sur l'oscillateur et par un décompte qui pour moi affiche des VAC 5 de VAC 5. Donc d'un point de vue héliotiste, il y a danger. D'un point de vue chartiste, on est en haut de canal haussier, il y a danger. Donc même si c'est pas évident de le vendre, je dis qu'on ne peut plus l'acheter. Voilà. Alors on va aller voir maintenant ce qui se passe dans une unité de temps plus petite. Donc là, ce que je vous dis, ce sont des arguments qui sont objectifs, qui sont des arguments en fait simplement chartistes. Alors quand on est en H4, on voit ce qui bloque sur les 168 avec formation de 3 tops. Donc là, on a actuellement et potentiellement un triple top qui se forme sur le marché. Est-ce que ça veut dire qu'on peut le vendre maintenant? Non, parce que pour le vendre, il faudrait, d'un point de vue chartiste, pour le vendre, il faudrait qu'on casse le bas de ce canal. Vous voyez, on a un canal haussier qui est là, qui est très clair. Il est ici, hein, bon, c'est une fourchette d'Andrews, hein, donc un canal de régression. Il faudrait qu'on sorte de ce canal. Et si on sort de ce canal, on valide la sortie de ce range. Donc on casse ce range par le bas, si on sortait ici, et on sort du canal haussier. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Ça veut dire qu'on s'extrait d'un range, donc d'une latéralisation des cours qui bloque actuellement sur résistance. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce que le marché va faire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si le marché effectivement casse donc les 165, il sort du canal haussier et il casse un range qui aura duré donc quasiment du 24 juin jusque, vous voyez, jusque mi-août. Donc un range qui aura duré plusieurs semaines. Et donc par report de range, on commence à avoir des objectifs baissiers. Donc ça, c'est une façon de voir. En tout cas, ce que le marché nous dit actuellement, c'est qu'il bloque sous les 168 et que pour le moment, effectivement, il a du mal à monter. Donc ça peut être également une zone de consolidation, finalement une zone de prise d'énergie pour aller plus haut. C'est-à-dire une latéralisation. Peut-être que si le marché arrive ici, il va pouvoir de nouveau avoir de l'espace pour aller rechercher des plus hauts. C'est pas impossible. Mais quand on regarde stratégiquement la vue en hebdo,
et le décompte héliotiste, moi je dis simplement qu'il y a peut-être maintenant plus de potentiel à rechercher, à chercher à se positionner vendeur dans une optique, de swing. Voilà. Et pour ce faire, il faut essayer de construire une position. Donc c'est là qu'intervient finalement la tactique. On a une stratégie qui nous est donnée par la vue hebdomadaire. Ok, on est sur des hauts de canaux, on bloque sous résistance, on a des divergences dans tous les sens, on a un décompte héliotiste qui nous dit attention danger. Bon, stratégiquement, on recherche une vente. Maintenant, tactiquement, l'idée, c'est soit d'attendre un setup. Donc ce setup, ça peut être la cassure de la ligne de coup de ce triple top. Et à ce moment-là, on joue le breakout de ce triple top. On prend des bénéfices sur l'objectif technique de ce triple top, donc un report de range tout simplement. Et puis, alors soit par exemple vous prenez 50% de vos bénéfices, et puis vous laissez le reste courir sans toucher à votre stop. Vous avez simplement financé votre stop, vous avez fait pris du 1 pour 1 à 50%, donc même si vous faites stopper derrière, vous ne perdez plus rien. Mais là, par contre, vous avez maintenant un objectif très ambitieux qui est l'objectif hebdo. Donc on va aller chercher vraiment bas. C'est une première approche. Ce n'est pas une approche spéculative, puisqu'à un fondement chartiste, on a un range qui casse avec un bas de canal qui casse. Donc c'est une bonne possibilité. La deuxième possibilité, c'est de croire finalement dans notre biais hebdomadaire et se dire, bon finalement ce triple top va casser par le bas, donc on va anticiper une cassure. Donc là on est dans la pure spéculation. D'accord. Et du coup, on va rechercher des positions beaucoup plus tendues, mais qui peuvent nous apporter des rewards beaucoup plus importants. Donc ce genre de tactique, vous allez les perdre plus fréquemment. Et c'est vrai qu'il y a des pertes. Sur le chat, on me posait la question sur le SP, j'ai envoyé un signal qui n'était pas bon. Bah oui, mais heureusement que j'envoie pas que des bons signaux. Par contre, si vous suivez toutes mes historiques d'analyse, évidemment que je propose plus de positions gagnantes que de perdantes. Heureusement. Maintenant, oui, j'ai des positions perdantes. Et c'est normal. Et ça, si vous êtes un trader, vous savez très bien qu'il y a de la variance et que le 100% n'existe pas. C'est juste impossible. Et dire le contraire, c'est juste en fait ne pas reconnaître que dans le marché, il y aura toujours de l'incertitude. Alors, certaines certitudes, on la combat par le money management. C'est vraiment ça que je veux essayer de vous apprendre. Et moi, je ne veux pas vous apprendre, vous dire que mes outils sont des outils miracles, mais je veux, au travers de ces outils, vous montrer les règles de money management qu'on peut appliquer avec ces outils-là. Maintenant, si vous avez d'autres outils, des bandes de Bollinger, des moyennes mobiles, très bien, très très bien. Mais à vous de trouver votre système de money management. Alors ici, l'idée, ça serait quoi? Et ça va être l'objet de mon article d'aujourd'hui, ça va être d'essayer de shorter le plus haut possible. On va partir du principe que ce triple top nous montre une vraie résistance. On a un marché qui par 3 fois a échoué sous les 168. Et donc, si le marché nous donne la chance de revenir tester les 167,40, c'est-à-dire revenir rechercher finalement une nouvelle résistance intermédiaire, vous voyez, elle est claire. Vous voyez ce top ici, vous voyez la butée ici, on a buté. Donc si on revient sur les 167,30, et ben je vais être diablement tenté de reshorter le Bund avec un stop sur les derniers hauts. Et je vais chercher la ligne médiane de notre fourchette d'Andrews avec 3 points pivots clairs. On sait par construction que le marché est attiré par la ligne médiane. Donc s'il vient rechercher ces 167,30, eh bien oui ça sera spéculatif, mais j'ai un très bon risque-reward pour aller rechercher finalement le bas de notre range. Et là oui, je vais avoir un TP, mais je serai déjà sur du 1 pour 3. Donc je peux tout à fait ici encaisser 50% de ma position, et puis laisser courir le reste, même baisser mon stop, et laisser courir le reste en espérant que le range va casser. Et si c'est le cas, eh ben je peux vous dire que vous aurez en termes de reward, vous aurez eu 68 points de stop, ici on est déjà à 175, si on va chercher en bas on est à 370, on commence à avoir des risques reward qui sont vraiment très attractifs. Et finalement, le trading c'est ça. C'est-à-dire essayer d'identifier des zones qui peuvent être des zones de retour des prix sous résistance, qui vous donnent des stops clairs chartistes, qui vous amènent des arguments techniques
objectif, donc on a des fourchettes d'Andrews, on sait qu'elles amènent sur leur partie haute des résistances. Si en plus on a une résistance chartiste qui vient, bah c'est très bien. Vous voyez, j'ai une fourchette d'Andrews, en fait un canal de régression intermédiaire de plus court terme ici que j'ai positionné. Si le marché vient rechercher le haut de ce canal de régression, on sait que par action-réaction, la ligne médiane va être recherchée. C'est le price action qu'on attendait. On pourra se remettre stop 0. Après, vous allez pouvoir vous amuser d'un point de vue de money management, neutraliser votre risque très rapidement. Et puis finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que tout ça, même si ça reste spéculatif, ça a du sens d'un point de vue position court terme, parce qu'on a quand même un triple top devant nous, on a une vraie résistance sur les 168, les 167,30 sont une résistance également, de plus court terme, appuyée par des obliques baissières, et donc un short ici, eh bien ça a du sens. Après tout, regardez depuis le plus haut ici des 168,16, eh bien le marché nous a quand même montré effectivement une vague en 5 temps, une diagonale d'initialisation baissière. Donc on a une petite tendance baissière qui potentiellement est en train de se mettre en place, avec un mouvement ici qui était super chevauchant, et là une vraie impulsion baissière. Vous voyez, quand on regarde le marché, les impulsions, c'est-à-dire les mouvements nets, sont les mouvements baissiers, ne sont pas les mouvements haussiers. Donc on a un problème actuellement à essayer de réaliser des plus hauts, à faire des plus hauts sur le Bund, et moi je dis qu'on peut peut-être essayer d'en profiter. Peut-être de façon spéculative, mais si on a raison ici, le risque-reward derrière est tel qu'on peut se permettre de perdre peut-être ce genre de position, mais 15 fois d'affilée, pour être encore gagnant sur le long terme. Donc c'est vraiment ça, ce en quoi je voudrais vous ouvrir l'esprit, c'est que je ne suis pas là pour vous vendre mes fourchettes d'Andrews et mes Fibos. Euh, il y a des gens qui font ça depuis très longtemps. Le principe d'action-réaction, il y a des gens qui ont même monté des universités aux États-Unis sur ces principes-là. Donc ce sont des principes de marché que j'essaye d'appliquer et de mettre en partition d'un point de vue money management. Maintenant, vous avez vos propres outils, très bien. Mais réfléchissez à ça, et ça je pense que c'est le bon sens. Vous avez une vision stratégique, donc vous êtes en unité de temps supérieure, vous avez une vision stratégique qui vous donne peut-être un biais, et l'idée c'est de descendre dans une unité sous-jacente, en unité tactique, pour essayer de trouver des setups de retournement, donc forcément spéculatifs, mais qui sont à même de vous donner des super risques reward dans le sens de votre biais d'unité stratégique. Et ça, c'est le bon sens. Voilà. Et est-ce que tout ça c'est de la spéculation? Oui, c'est de la spéculation en H4, mais c'est pas de la spéculation en unité hebdomadaire. En unité hebdomadaire, stratégiquement parlant, on a quand même des éléments qui viennent conforter que le Bund devient quand même un peu compliqué à acheter sur le plan technique. Encore une fois, je ne me positionne pas sur le plan fondamental. D'accord? Et je sais que des grands acteurs et des hedge funds commencent à avoir le Bund en ligne de mire. Je pense que c'est pas pour rien. Voilà, donc je vais regarder vos questions, puis après on va passer sur quelle heure il est. Il est 16h40, après on va passer sur le Forex. Alors, euh, je vais passer un petit peu tout ça. Tac, tac, tac. Bon, ok. Alors, réponse de Canou, je fais un peu le tri, hein. Tac, tac, tac. Bon, ok. Bon, je relais pas tous les commentaires, hein. Désolé à ceux pour qui je ne relais pas les commentaires. J'ai pas le temps. Je relais que les commentaires constructifs ou les questions intéressantes. Alors, commentaire de la part de Canou 974. Pourquoi la vague 4 après le deuxième top mord la vague 1? Alors, la vague 4 après le deuxième top. Alors, ici peut-être. Voilà, ça en fait c'est une diagonale d'initialisation. Donc Canu 974, si tu parlais du Bund, eh bien on a là typiquement en fait une diagonale d'initialisation en 5 temps. On voit des vagues en 3 temps, donc je pense que ça a commencé là, donc 1, 2, 3, vague 1, vague 2, vague 3 de nouveau en 3 temps, et puis une vague 5 de nouveau en 3 temps. Donc ça pourrait être un biseau finalement chartiste, hein. D'ailleurs, vous voyez, il y a eu extraction vers le haut, mais d'un point de vue héliotiste, c'est également comparable à une vague d'impulsion. Donc c'est une vague d'impulsion baissière. D'accord. Derrière un retracement, on a échoué à battre le plus haut et de nouveau impulsion baissière qui, je l'espère, va être en 5 temps.
C'est-à-dire que vous voyez, on a fait vague 1, 2, 3, 4, j'espère un plus bas marginal, pour ensuite aller rechercher les 167,30. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'on aura bien une impulsion en 5 temps, vague 2 en 3 temps, et on peut s'attendre de nouveau à une vague 3 en 5 temps. Voilà. Bon bah écoutez, c'est ce que je voulais vous montrer sur les indices, et c'est ce que je voulais vous montrer sur le Bund. Donc pour l'instant on attend, rien à faire sur le Bund. Moi j'attends qu'il revienne chercher les 167,30. Je ne sais pas si le marché va les rechercher, je n'en sais rien, mais s'il va les rechercher sur ce timing, vous comprenez d'un point de vue money management, il y a du sens à le shorter, c'est de la spéculation, mais qui trouve donc une justification dans la résistance des 168 et surtout le money management derrière. Alors, on va maintenant parler des matières premières. Alors, Lucas Oil. Bon, Lucas Oil, je vous avais dit qu'il y avait un vrai risque baissier sur Lucas Oil. Et ce risque baissier s'est avéré exact, avec une accélération derrière donc du Brent. Alors, je reste sur mon analyse. Première, on l'a acheté, je vous avais proposé des trades acheteurs sur le Lucas Oil qui ont fonctionné. Quand on est sorti de ce canal de régression haussier, je vous ai dit maintenant, attention danger. Il n'est plus l'heure d'acheter Lucas Oil parce que il n'y avait pas de raison qu'on sorte de ce canal. Si on sort de ce canal, c'est qu'on est parti simplement sur une phase de retracement. Et même si je pense que ce retracement peut aller plus bas, je pense quand même que sur le pétrole, on est censé repartir ensuite à l'achat. Donc on avait ce canal de régression que j'ai aligné sur les plus hauts. On a ici eu un canal qui a servi de support. On l'a cassé et depuis, eh bien, on est baissier. Et la seule chose que j'aimerais, c'est qu'il aille rechercher les 37. Voilà. Actuellement, on est sur un niveau clé Fibonacci. Simplement, c'est une vague A, B, donc potentiellement une vague C. Donc on est sur les 1,618. Vous voyez encore une fois hein, la propreté des niveaux Fibo. C'est pas moi qui vous le dis, ce sont les cours qui nous le montrent. On a des niveaux Fibonacci qui sont simplement, qui nous apportent des niveaux de support ou de résistance. On a ici un support court terme, mais impossible pour moi d'acheter le pétrole. Là, même si on a potentiellement un support chartiste, vous voyez, sur les 41, 42. Franchement, vous savez quoi, j'aimerais qu'il descende plus bas. Pour le moment, je ne peux pas vous dire de l'acheter. On n'a pas encore retracé 50% de tout ce mouvement haussier, qui pour moi est un mouvement qui s'est fait en 5 temps. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'aimerais simplement qu'il vienne retracer 61, 62% si vous voulez de tout ce mouvement de hausse. À ce moment-là, on aurait un bas de canal baissier, on aurait un niveau de retracement clé, et je pense que du coup, on pourrait rechercher des achats. On aurait également un niveau de support chartiste. Ça ne sera pas forcément évident de se positionner, mais je pense que à partir donc des 37, 38, je commencerai moi à me mettre en H4 et rechercher des setups de retournement. Ça sera spéculatif, mais tactiquement, ça correspondra en fait à une stratégie de positionnement qui a du sens au regard de cette analyse journalière. Simplement, je pense qu'on a eu une impulsion haussière qui s'est justifiée. Hein. On sait pourquoi en fait le pétrole a eu ce mouvement d'impulsion. C'était mon analyse hebdo. On était sur un bas de canal hebdo. On était recherché la ligne médiane de ce canal hebdo. Donc on est sous résistance. Il a besoin de retracer. S'il retrace plus de 50% de tout son mouvement donc d'ascension, eh bien ma foi, ça a du sens de rechercher un achat. Ce canal baissier pourra nous aider. Eh bien on verra le moment venu. Alors il y a un actif qui par contre m'a un peu déçu, c'est le cuivre. Alors sur le cuivre, on a fait des trades qui étaient gagnants sur le cuivre pardon. Mais le fait est que d'ailleurs on avait un TP1 ici, donc si vous aviez suivi mon achat, vous avez pris le TP ici. J'avais un TP au-dessus vers les 2004. Je pense qu'il faut clôturer la position, tout simplement. Pourquoi? Parce que je ne crois plus en une vague 1, 2, 3 qui nous porterait vers des plus hauts. Donc bon, on est gagnant sur ce trade, mais je pense maintenant qu'on va plutôt former un grand range, une grande latéralisation, peut-être même un triangle. Simplement parce que c'était ce que je vous ai montré sur le webinaire de vendredi dernier. Je crois plus en une vague 1, 2, 3, 4, 5. Je pense plutôt qu'on a fait une vague A, B,
avec 1, 2, 3, 4, 5, donc une vague C, donc A, B, C, et puis de nouveau une vague A, B, C, et ça doit vous tout de suite vous parler. Si on commence à faire des structures avec des vagues en 3 temps tout le temps, donc également une vague ABC, et bien c'est que potentiellement on est en train de former un triangle héliotiste. Donc on aurait une vague A, une vague B, une vague C, potentiellement une vague D qui nous emmène là, avec une vague E qui serait haussière, mais éventuellement derrière une vague C baissière, une vague baissière à venir sur le cuivre pour aller rechercher de nouveau des plus bas. Donc je suis maintenant prudent sur le cuivre. J'ai préféré prendre du recul. Donc si vous aviez suivi mes propositions de trade, donc d'achat sur les 2,12, et que vous avez pris votre TP1 ici, bah écoutez, prenez compte de cette situation que je vous décris maintenant. Je pense plus maintenant à une possibilité de triangle qu'à une possibilité de vague en impulsion pour faire une vague A, B et C haussière ou 1, 2, 3. Je trouve que ce mouvement est beaucoup trop chevauchant pour que ce soit une impulsion. Peut-être que je me trompe, mais on est en train de sortir de ce canal de régression haussier et on n'aurait pas dû. C'est-à-dire que ce canal de base qui est ici, hein, qui est modélisé par ce point pivot là, ce point pivot-ci, ce point pivot, a trouvé vague 1 ici, une vague 2, et là la vague 3 aurait dû casser le canal par le haut. Donc on aurait dû avoir ici une véritable impulsion haussière et tout casser par le haut. Et que nous montre le marché? Bien au contraire qu'il est en train de casser le canal de régression par le bas. Ça veut dire qu'on était dans une consolidation et qu'on n'était pas dans une vague d'impulsion. Voilà. Donc prudence maintenant, je repasse neutre sur le cuivre et je clôture donc les achats qu'on avait pu initier sur les 2,13, 2,12. Ok, je continue. Alors, le webinaire du 27/7, eh bien, s'il n'est pas sur YouTube, je vais regarder. Mais en tout cas, je l'ai. Moi, j'ai la vidéo. Donc, je vais regarder Jean pour la positionner, pour la publier. Alors, on va aller voir l'euro USD. Avant tout, l'US dollar. Puisqu'on va parler maintenant du Forex. Alors, l'US dollar, bon, on est en weekly. Vous connaissez ma vue. Vague 1-2. On retrouve notre canal d'accélération. Vague 3, une vague très claire. On avait un flat, un running flat ABC. Donc je pense qu'on a trouvé vague 4 ici. Donc je suis bullish sur le dollar. Pour aller rechercher les 12 400, 12 500. Donc là on recherchait des achats. Ça a été fait. On a eu une vague ici qui a été une diagonale d'initialisation. On a un retracement. C'est pas anormal. Et on va regarder ce que ça donne. Donc moi je vous avais proposé une zone. On va revenir dessus. Donc j'ai ma vue journalière qui va s'afficher. Voilà. Donc l'US dollar. Je vous ai fait un article cette semaine. Bon, c'est vrai qu'on a eu une déception hein, quand on a cassé ce range. Moi j'espérais derrière de nouveau une impulsion. Eh bien je pense qu'on a eu ce qu'on appelle un running flat. C'est-à-dire vague 1, vague A, vague B plus haut que le sommet de la vague 1, avec une vague 2 baissière. On avait ici potentiellement un point d'énergie. Ce que j'ai indiqué dans mon article, c'est que c'était un point d'énergie faible que sur lequel je ne pouvais vous conseiller d'achat. Par contre, c'est vrai que si le marché, alors je vais juste réajuster ma vue journée, voilà, pour que les trendlines deviennent plus apparentes. Par contre, c'est vrai que si le marché vient rechercher donc les 11 820, eh bien je pense que là, par contre, on aura un vrai point d'achat sur le dollar. Alors, on va regarder objectivement quels sont les éléments qui sont en faveur de cette stratégie. D'accord? Donc, j'enlève tout ça. Je vais nettoyer un petit peu le graphe. Alors, on avait cette structure en double bottom. Mais si vous regardez bien, cette structure en double bottom, on peut regarder le bas de cette bougie, donc 11 680, et ici 11 672. Alors, on a une structure en double bottom qui nous montre quelque chose d'important, c'est l'oblique supérieur. Donc on a une vague 1 qui a buté sur cette oblique, un retracement qui nous fait un running flat qui bute sur cette oblique. Donc si le marché vient rechercher les 11 820, par report d'oblique,
on sera sur le bas de ce canal de régression. Vous voyez la ligne médiane qui nous offre des contacts. Donc je pense sincèrement que ce canal de régression va être vu par le marché. On sera également en bas, en pullback, de ce canal de régression qui était baissier, qu'on a cassé par le haut. Donc là, on a un point d'énergie haussier. Ce point d'énergie haussier vient donc de cette oblique qui va se polariser en support et de notre bas de canal haussier, donc hebdo, en plus de ce canal de régression donc journalier. Donc je pense vraiment que les 11 820, 11 850, c'est une belle zone d'achat pour le dollar. Et qu'est-ce qu'on visera? Eh bien, on visera un retour des prix sur la ligne médiane, donc un retour sous la résistance des 12 000. Ça, ce sera nécessairement un TP1. D'accord? Donc il y a plusieurs stratégies. Soit ici, vous recherchez un setup de retournement, donc vous mettez en H4 et vous recherchez un price action haussier. Donc ça sera pas forcément évident, mais l'avantage c'est que vous pourrez peut-être avoir un stop serré et vous aurez un TP1 sur les 12 000 pour neutraliser votre risque, et puis vous mettez stop sur votre stop point d'entrée. Et puis un TP2 sur les 12 220. D'accord? Donc là, c'est forcément un TP2 puisque ça correspond au haut de canal de régression et un niveau Fibo, et en plus des résistances chartistes assez nettes, donc historiquement. Donc là, clairement, un deuxième TP. Et puis vous laissez courir un solde dans l'espoir effectivement que cette analyse se révèle la bonne et que ce bad range va finalement réussir à trouver un rebond suffisant pour les cours pour réaliser des plus hauts sur le dollar. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dollar peut potentiellement baisser encore, mais que derrière je m'attends à un rebond du dollar, c'est-à-dire une chute sur l'euro et les différents actifs associés. Donc on va aller voir l'euro. Il est quelle heure? Il est 55, j'ai encore 5 minutes. L'euro, vous voyez, je vous avais dit, l'euro, attention sur les 1,12, on arrive en pullback de cette oblique, ancienne fourchette d'Andrews cassée par le haut, on arrive sur le bas de cette fourchette alignée sur les de cette fourchette d'Andrews, point pivot 1, point pivot 2, point pivot 3, on l'aligne sur la partie basse, on arrive sur la partie haute. Donc là, c'est pas surprenant de voir une réaction baissière. Maintenant, on peut mordre et aller légèrement plus haut parce qu'ici on a un excès baissier. En tout cas, on arrive sur une zone potentiellement de short sur l'euro USD. D'accord? Si vous voyez ce mouvement d'impulsion baissier, on a fait un retracement en 3 temps, ce qu'on appelle un zigzag. Si on reporte l'oblique inférieur sur l'oblique sur le point, sur le sommet, on retrouve donc une structure en drapeau. D'accord? Donc là, c'est une zone potentielle de short. Alors je dis pas que ça va être simple à le trader. Une façon de faire, c'est simplement de shorter avec un stop sur les derniers hauts et on vise le bas du triangle. D'accord? Donc c'est un petit peu ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire que ce que je vous avais dit, c'est que là, c'était évidemment cette zone de pullback, c'était un point de short. Mais quand on voyait les cours longer la ligne médiane, on pouvait donc quand même se dire que là, on aurait peut-être un problème. Et je vous avais indiqué que les cours pourraient remonter jusqu'ici et que là, ça deviendrait vraiment intéressant pour rechercher un short sur l'euro. Ma foi, on est arrivé sur zone. Ben, écoutez, on verra bien comment vont se comporter les prochaines sessions. On va aller voir le GBP USD. Le GBP USD est intéressant. Et puis on va terminer sur le GBP USD parce que l'heure tourne. Le GBP USD est intéressant, même si il est toujours pas très attractif. Bon bah là actuellement il bloque sous résistance. Est-ce qu'il est en train de nous former une épaule tête-épaule inversée? Possible. En tout cas, bon bah le GBP c'est vraiment l'actif que j'ai pas envie d'acheter. Donc j'aimerais bien qu'il monte un peu plus haut, mais bon bah écoutez, je sais pas si c'est ce que le marché va nous faire. En tout cas, pour l'instant, il est sous résistance. C'est difficile de le vendre parce que bon, il a fait son impulsion baissière sur Brexit. On est plus ou moins en bas d'un canal de régression, ma foi, pas très joli. Donc il y a une certaine dose de subjectivité. C'est pas vraiment sexy de le vendre là, on est bien d'accord. On préférait un retracement en 3 temps, qu'il aille rechercher cette résistance, et là rechercher des ventes qui signifieraient un retracement 50% de tout ce mouvement baissier. Objectivement, ça a du sens. Je dis pas que ce sera facile, mais ça a du sens. On peut regarder et finir sur l'USD CAD. L'USD CAD, on est en journalier. Je vous avais indiqué donc que le marché pourrait faire un pullback à l'intérieur du triangle. C'est ce qu'il a fait. Je vous avais indiqué ici sur mon dernier webinaire une zone potentielle d'achat. On était sur les 50% de retracement de toute cette vague haussière.
bah, vous voyez le marché il a bien travaillé cette zone des 50%, il a trouvé un rebond sur les 61,8%, donc sur les 62% c'est là qu'il a rebondi. Bon bah écoutez, si vous étiez à l'achat, si vous avez acheté ce point là, mettez-vous stop 0 ou remontez votre stop, et puis on espère qu'il va aller rechercher les 1,3380. Je vous avoue que je suis pas hyper serein sur cette USD CAD, c'est quand même très moche ce qu'il est en train de nous faire. On est embuté sous cette oblique. Bon, c'est l'oblique d'un canal de régression. L'AUD comme l'USD CAD en ce moment sont deux actifs qui sont pas très jolis à voir. Euh, on avait un plan acheteur nous sur les 1,28. Je vous avais donné donc le trade, un achat stop sous le point C. Donc si vous avez acheté ça, bah écoutez, vous êtes bien. Vous remontez votre stop potentiellement sous ce bas qui est ici. Et puis vous espérez donc bah écoutez, que le TP final sera donc atteint sur les 1,3380. Mais honnêtement, je n'en suis pas sûr parce que ce mouvement il est quand même pas très net quoi. On a potentiellement une vague. Bon, on a un décompte héliotiste, mais je peux vous en trouver plusieurs. Donc la seule chose qu'il faut voir, c'est qu'on a une structure de consolidation un peu à plat. Après un premier mouvement d'impulsion, est-ce que ça va donner donc derrière une troisième vague? Ben, je l'espère. En tout cas, on est en pullback sur cette oblique. Ça a du sens de remonter le stop maintenant. J'espère que c'est une bonne stratégie pour aller rechercher les plus hauts et neutraliser complètement votre risque. Après, bon bah s'il vient à vous recasser, c'est qu'il faudra peut-être repenser, peut-être se dire qu'on a fait une vague A, une vague B, et que notre vague C s'est terminée ici, et que l'USD4 peut repartir baissier. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à vous proposer malheureusement sur cet actif. Voilà, bon bah écoutez, je pense que alors on me pose une question sur Trader Academy. Il est en sommeil simplement parce que bah écoutez, les analyses que j'ai produites sur DailyFX m'ont pris quand même pas mal de temps et je suis en train de repenser un peu le modèle économique de Trader Academy, simplement parce que je voudrais soit rendre le plan de fidélité plus attractif, soit et ou proposer en fait des offres de contenu qui seraient financées par FXM. Voilà. Donc tout ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai pas du tout laissé tomber. D'ailleurs, je suis un peu en retard sur le plan de fidélité. Je vais résoudre ça ces prochains jours. Mais en plus en train de repenser le projet dans sa globalité. Et c'est ce qui explique en fait sa phase de sommeil. Et c'était très bien parce que ça m'a permis de vraiment de me mettre à fond sur les contenus pour DailyFX. Et ça m'a permis quand même de montrer quand même pas mal de choses derrière ces contenus. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, bah, écoutez, voilà, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Si vous avez quelques questions, bah, écoutez, je peux prendre encore une minute ou deux. Euh, J'espère que, bah, écoutez, j'étais à peu près clair sur les actifs que je vous ai présentés. Donc, encore une fois, hein, je suis pas là pour faire en sorte que vous adhériez complètement à ces outils, mais moi, je pense que ces outils sont très intéressants et apportent vraiment des systèmes de trading d'un point de vue money management. Après, j'espère que vous avez vos propres systèmes et que ça fonctionne bien, mais surtout, voilà, ayez quand même en tête que aucun schéma d'analyse n'est intéressant s'il ne peut pas derrière donner lieu à une conversion en termes de money management pour arriver vraiment à du trading. C'est ça qui est vraiment important. Votre schéma d'analyse doit vous permettre de trader et donc doit vous permettre de résoudre la problématique du comment. Si ce n'est pas le cas, eh bien, complétez vos schémas d'analyse par d'autres outils de façon à finalement compléter euh, vos, euh, vos schémas, donc vos schémas stratégiques. Alors, question de la part de Roland, bientôt en vacances? Non, je ne vais pas prendre de vacances. Donc je suis là encore pour jusque tout le mois d'août et puis encore. Alors, est-ce que je suis salarié de FXM? Non, question de visiteur. Je suis indépendant et donc effectivement j'ai cette liberté de pouvoir travailler pour FXM et puis pour d'autres. Et donc c'est pour ça que tout se passe bien pour moi. Et c'est bien comme ça. Voilà. Alors, effectivement, visiteur, ma vision vaut bien celle d'un autre analyste. Je ne me considère pas meilleur que personne. Par contre,
Voilà, ce qui est important dans le choix des analyses que vous prendrez, c'est vraiment des analyses qui vous apportent des seuils d'invalidation, qui vous parlent de money management. Et c'est vrai que bah, chez DailyFX, on vous parle tout le temps de ça, on vous parle de money management, que ce soit Vincent, que ce soit Sylvain, etc. On vous parle de rendement. En plus, bon, Sylvain et Vincent complètent par du fondamental, donc vous avez la chance quand même d'avoir des super analystes chez DailyFX. Donc, je parle évidemment des analystes qui ont, en plus d'un background technique, donc en termes d'analyse technique, de faire aussi du fondamental, et donc finalement de joindre les deux, et c'est une vraie chance. Voilà. Euh, question, donc vous ne pouvez pas prendre en ce moment un nouvel arrivant sur FXM? Non, parce que je pense que l'équipe est assez dimensionnée, donc voilà. Mathilda me pose la question, est-ce que j'ai un conflit d'intérêt par rapport à DailyFX? Bah, bien sûr que non, parce que vous voyez bien que, ou FXM, vous voyez bien que dans toutes les analyses que je fais, je ne vous pousse pas à trader. Mais au contraire, d'ailleurs, je le mets dans tous mes articles, hein, c'est pas du conseil en investissement, c'est de l'information. Et je vous explique ma façon de voir. Donc après, vous pouvez ou pas adhérer. N'empêche que vous avez cette chance-là d'avoir des analystes qui vous expliquent comment ils fonctionnent dans la tête. Et comment. Et moi, j'ai pas la paternité hein, de ce que je vous raconte. Euh, le système d'analyse que je vous propose et de trading, c'est le fruit d'un travail collaboratif de plusieurs personnes. C'est un groupe de travail qui s'est monté sur plusieurs années. Et ce que je vous donne, donc avec l'accord des personnes, eh bien, c'est le résultant de cette approche-là. Voilà, des traders qui gagnent leur vie aujourd'hui du trading. Donc moi aujourd'hui, j'ai cette casquette d'analyste, mais également cette casquette instructeur de trading, parce que j'ai passé tellement de temps avec eux que bah oui, j'ai fini par comprendre effectivement pourquoi c'était important de savoir attendre, de définir des zones stratégiques d'intervention, d'attendre que le marché vienne les chercher. Si le marché ne vient pas les chercher, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Et pourquoi c'est important de résoudre la problématique du comment, le money management, etc. etc. Alors, bon bah écoutez, voilà. J'espère que merci Yas, c'est super gentil de ta part. Bon bah écoutez, voilà, bon, je vous continuer. Oui, il va être sur YouTube, je vais le poster dans la foulée. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau client FXM? Oui, Canu 974, puisque les actions seront bientôt disponibles donc sur la plateforme. Je l'espère à la rentrée, septembre ou octobre. Je l'attends avec impatience parce que ça va me permettre d'ouvrir le spectre également des actifs que je traite pour vous, et donc je pourrai parler des actions. Voilà. Bon ben, je vous remercie à tous. Vous étiez très nombreux, vous l'êtes de plus en plus, donc ça montre que, bah, écoutez, ce qu'on vous dit vous plaît. En tout cas, modestement, j'espère que ça vous sert et que ça vous permet surtout de vous poser les bonnes questions. Si c'est le cas, bah, écoutez, je considérais que notre contrat est rempli. On n'est pas là pour vous faire trader, on est là pour vous faire progresser, on est là pour vous donner des pistes de travail et surtout pour vous dire que les marchés, vous voyez, c'est compliqué, qu'il faut faire attention et qu'il faut être armé, qu'il faut avoir un certain nombre de bagages et que on n'a jamais assez trop d'expérience. Et surtout, un trader accompli, pour moi, c'est un trader qui sait continuer de progresser. Voilà. Il faut qu'il soit en perpétuelle amélioration de ses setups, de ses stratégies. Ça ne veut pas dire avec des nouveaux outils, mais continuer de faire un journal de trading, des études de performance, etc. C'est un job, j'ai envie de dire, à part entière, qui a ses joies et ses peines et ses difficultés, mais quand vous tradez gagnant, c'est un vrai accomplissement. Voilà, personnel. Merci à tous, et je vous dis donc à très bientôt, et, euh, donc tout de suite pour mon prochain article sur le Bund, et à mercredi prochain pour le prochain webinaire. Allez, merci à tous, soyez prudents. Allez, à bientôt les amis.